tous, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Marie Trébert, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Et je suis Valentine qui vulgarise sur la chaîne Sciences de Comptoir. Alors aujourd'hui, on va parler physique quantique et on va parler prix Nobel. Et pour ça, on aura deux invités d'honneur puisqu'on reçoit sur le plateau Alain Aspect, qui est co-lauréat du prix Nobel de physique 2022 pour ses découvertes sur l'intrication quantique. Et en face de moi, j'aurai aussi David Loapre, qui est donc vulgarisateur scientifique sur sa chaîne YouTube Sciences Étonnantes, docteur en physique et directeur scientifique chez Ubisoft. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Super. Alors attention, les gens qui nous regardent, ne vous découragez pas. On va parler de choses qui sont complexes, mais pas que complexes, surtout très contre-intuitives, on va dire. Restez avec nous, aucune connaissance n'est requise pour suivre cette émission. D'ailleurs, il y a une citation, je crois, de Feynman qui disait « Si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas ». Je crois que c'est une citation qui ressort très, très, très souvent. Est-ce que ça vous dit qu'on en papote un petit peu ? C'est quoi l'idée de base de la physique quantique ? Je ne sais pas, David, si tu veux répondre. Alors, en deux mots, non. Il y a plusieurs idées de base, mais disons que si on nomme les idées qui sont nouvelles par rapport à la façon dont on faisait de la physique avant, il y en a au moins deux qu'on peut mentionner. La première, c'est qu'en physique quantique, certaines quantités physiques deviennent, on dit, discrètes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, si je prends cette navette spatiale, je peux la mettre ici, je peux la mettre là, je peux la mettre n'importe où. Et je peux la mettre toujours entre deux positions. En physique quantique, ce n'est plus toujours le cas. Il y a des moments où en fait, il faut que ça soit ici, soit là, mais pas entre les deux. Ce n'est pas possible d'être entre les deux. Donc on appelle ça le fait que les choses soient quantifiées, c'est ce qui donne son nom à la physique quantique. Et l'autre aspect, c'est l'aspect probabiliste, c'est-à-dire que il faut admettre que parfois, quand on parle d'un certain objet, par exemple la position de cette navette, on n'est pas vraiment capable de dire si elle est ici ou là, on est uniquement capable de donner des probabilités qu'elle soit ici ou là. Voilà, si on devait dire les deux idées qui distinguent la physique quantique de ce qu'il y avait avant. Pour l'instant, la physique quantique, elle ne s'applique qu'aux objets microscopiques. Ce qui ne veut pas dire toute petite échelle. Deux photons à 12 mètres l'un de l'autre, c'est un objet microscopique, d'accord ? Parce qu'il n'y a que deux photons. Il faut insister sur la raison pour laquelle des physiciens absolument géniaux ont inventé la physique quantique. C'est que la physique classique butait. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. À la fin du 19e siècle, on savait que la matière est formée de charges positives et négatives. Les charges positives et négatives s'attirent. Comment ça se fait que la matière ne s'effondre pas sur elle-même ? Tant qu'on n'a pas la physique quantique, on ne peut pas le comprendre. C'est la dualité onde-particules, c'est le fait que ces particules, il faut aussi leur associer une onde qui empêche la matière de s'effondrer sur elle-même. Et on avait comme ça un certain nombre de problèmes qui ont été vraiment résolus par l'invention de la physique quantique. On en profite pour aller voir Pierre, peut-être ? Peut-être. Pierre qui est depuis l'Institut d'optique. Tu as une quête un peu folle pour ce soir. Quelle est-elle ? J'ai déjà commencé, Valentine, ma quête de l'ordinateur quantique. On va aller voir les laboratoires du CNRS qui, depuis une vingtaine d'années, finalement, planchent sur les technologies qui vont être embarquées à bord de l'ordinateur quantique. Moi, je trouve que votre plateau, il est magnifique, mais il vous manque encore un petit uniforme. Là, comme tu peux voir, on a un bel uniforme avec Alice, qui est physicienne. Et je vais regarder au-dessus de l'épaule d'Alice pour la fabrication d'un composant clé d'un des ordinateurs quantiques français. On va aller lancer la fabrication. Ce que je vous propose, c'est de fabriquer en direct. On va essayer en tout cas de fabriquer en direct un ordinateur quantique aujourd'hui. Et puis vous allez voir au fur et à mesure, au fil des labos, que finalement l'histoire de l'ordinateur quantique, elle est vraiment intriquée avec celle d'Alain Aspect. Alain, vous avez reçu le prix Nobel pour une propriété un peu intuitive, on va dire, qui est l'intrication quantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les bases de ce concept ? Eh bien, la réponse est non. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux vous décrire, oui. Mais je ne peux pas l'expliquer. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est capable... Ah si, je peux donner une explication mathématique, écrire des équations, mais à part ça, je ne peux pas donner une explication. Par contre, je peux décrire. Je peux vous dire que quand deux particules sont intriquées, si on regarde les corrélations, c'est-à-dire on essaye de mesurer une certaine propriété sur la première et la même propriété sur la deuxième, elles vont être, par exemple, identiques. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que si on prend une propriété qui ne peut prendre que deux valeurs, par exemple, si je mesure la polarisation du photon, ici, je mets un polariseur, je peux obtenir la valeur +1 ou la valeur -1. Je fais la même chose de l'autre côté, avec le polariseur dans la même orientation.
Je peux avoir plus 1 ou moins 1. Ça a l'air totalement aléatoire, c'est-à-dire ça ressemble à un jeu de pile ou face. Je rentre une pièce, c'est pile ou face. Je lance une pièce, c'est pile ou face. Mais la physique quantique, dans un état intriqué, prévoit une corrélation très forte, c'est-à-dire si j'ai plus 1 ici, j'ai plus 1 là, et si j'ai moins 1 ici, j'ai moins 1 là. Moi, ce que j'ai démontré, c'est que jusqu'au dernier moment, les deux possibilités sont ouvertes. Ça peut être plus 1 ou moins 1 jusqu'au dernier moment de ce côté-ci et jusqu'au dernier moment de ce côté-là. Et pourtant, si on a plus 1 ici, on va avoir plus 1 là. Donc, une façon de se le représenter par les images, c'est un peu comme s'ils se mettaient d'accord instantanément. C'est ça qu'on appelle la non-localité quantique. Alors ne faites pas trop dire à ce que je viens de vous dire, ils se mettaient d'accord. Mais il y a quelque chose de non local dans le problème. Je vous propose qu'on rejoigne un peu Pierre au C2N qui apparemment va nous parler photons. Pierre, est-ce que tu nous entends ? Oui Marie, je t'entends bien. Effectivement, on va parler de photons. Voilà, donc on retrouve Alice qui a beaucoup de mérite d'accepter cette mission-là en direct, je trouve. Elle a beaucoup de mérite. On a découpé un petit carré, enfin tu as découpé un petit carré de 5 mm sur 5 du matériau qu'on a préparé tout à l'heure en faisant un millefeuille de semi-conducteur et ça va être la base du composant de l'ordinateur quantique. Je te laisse peut-être commencer la manipulation parce que je crois que ça dure un tout petit moment. On va le passer. Donc ça c'est une machine à gravure, c'est la machine dans laquelle on va graver ce composant. Donc ça va s'ouvrir tranquillement, vous allez découvrir ça. Tu peux lancer la machine et après je vais te laisser m'expliquer ce qui se passe. C'est déjà parti ? Je vais lancer la machine bientôt. Donc c'est ça. Donc, en fait, on commence par le millefeuille. On vient dessiner dessus le motif qui nous intéresse, qui est une forme de petit pilier. J'ai fait ça avant, entre les deux étapes. Et maintenant, on va venir graver les piliers. Je te laisse lancer la machine. Je ne sais pas s'il faut appuyer sur un truc. En tout cas, je crois qu'on ne va pas voir grand-chose parce que c'est extrêmement petit. Mais on a préparé une autre image tout à l'heure pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Vous allez voir en zoomant dessus qu'il y a vraiment cette structure de tout petits piliers qui va nous intéresser. Et pour savoir ce que ce sont, ces petits piliers, je vais aller voir Pascale Sénélard qui est à côté de moi, qui est directrice de recherche au CNRS. Pascale, c'est toi qui as inventé ce petit pilier qui va utiliser le photon en support d'information dans l'ordinateur quantique. Oui, alors en fait, dans la structure que Alice a gravée, il y a un émetteur qui émet des photons un par un. Et si on fait rien, il les émet dans toutes les directions de l'espace. L'invention, c'est d'avoir trouvé une technique pour mettre l'émetteur exactement au bon endroit dans la structure qu'Alice a gravée. Et cette structure va permettre aux photons d'aller tous dans une direction pour qu'on puisse les récupérer facilement et les mettre dans une fibre optique. La même fibre optique qui sert pour l'Internet haut débit, mais cette fois-ci pour l'envoyer vers un ordinateur quantique qui utilise le photon. D'accord, donc on va voir le résultat, ce composant clé de l'ordinateur quantique. Je ne sais pas si c'est déjà terminé, Alice, derrière toi, la gravure, ça dure encore un petit moment. Ça dure typiquement quelques minutes. Mais tu nous avais préparé un petit composant terminé pour qu'on voit ce à quoi ça ressemble, c'est ça ? Donc on va regarder l'aspect au microscope optique, c'est ça ? Non, je crois que dans la petite boîte, on avait mis ça de côté. Bien sûr. Est-ce qu'on peut le sortir ? Quand je le sors de ma... Je peux me permettre de le faire ou comment ça va se passer ? Celui-là ? Oui, Ouais. bien sûr. Donc, quand je le sors, ça a toujours le même aspect, c'est les petites puces. Et après, on a des collègues qui viennent l'intégrer. Ah voilà, à l'intérieur c'est de plus ce simple boîtier. quand c'est Alice qui le fait. Voilà. Donc là-dedans, en fait, vissé à l'intérieur de ce petit boîtier, il y a la petite puce que j'ai montrée, dans laquelle les piliers ont été gravés. Et là, ce qu'un de mes collègues a fait, ce qui est vraiment très très difficile, c'est de placer une fibre optique juste au-dessus du bon pilier, du meilleur pilier de la puce. Voilà. Et donc les photons vont être collectés, sortir par cette fibre optique. Voilà, donc on va avoir des photons un à un, donc c'est ça, la source de photons uniques qui vont être finalement le support de l'information, qui vont passer ensuite de manière guidée dans un circuit, et c'est ça qu'on va aller voir tout à l'heure, comment ce composant va être intégré à l'ordinateur quantique. C'est ce que je vous propose de voir tout à l'heure. C'est peut-être le moment de faire le commentaire sur ce qui s'est passé ces dernières décennies, qui est extraordinaire. On est passé dans un temps relativement court de concepts absolument fondamentaux à des réalisations technologiques comme celle de Pascal qui donne lieu à la création de start-up parce que la première source de photons uniques, elle a été faite par mon premier thésard en 1986, Philippe Grangier. Et bien sûr, vous pouvez dire c'était il y a longtemps, 1986, mais quand on pense à l'énorme... On avait une pièce pleine de matériel pour arriver à faire la première source de photons uniques. Et aujourd'hui, grâce à cette invention de Pascal et de ses collègues, eh bien, on a des sources extrêmement petites, extrêmement efficaces. Et ce passage de la recherche fondamentale aux technologies, c'est quelque chose qui m'époustoufle. Voilà, disons-le ainsi. Et David, une petite réaction par rapport à ce qu'on vient de voir ?
Bah oui, comme disait Alain, en fait, c'est fascinant de voir à quel point on arrive à contrôler les choses de façon miniature comme ça. Là, c'est-à-dire qu'on parle de source de photons uniques. Je sais pas si, enfin, c'est presque difficile à se rendre compte ce que ça veut dire parce qu'on ne voit pas les photons dans la, enfin, si on les voit en quelque sorte, mais ça reste quelque chose de voilà, incroyablement. Voilà, il y a une quantité de photons dans cette pièce qui est absolument gigantesque, qui se balade là au milieu, et de se dire qu'on arrive à contrôler ces choses-là. Un seul. Le point, c'est un et un seul. Pas 0, 1 ou 2 ou 3 de façon statistique. C'est un et un seul. Ça, c'est ça le progrès extraordinaire. Est-ce qu'on peut revenir juste sur l'ordinateur quantique? Donc vous dites que ça se base sur des qubits intriqués, donc des qubits qui sont donc des bits quantiques. L'informatique traditionnelle utilise comme unité fondamentale le bit, donc un truc qui vaut 0 ou 1 et qu'on représente avec la présence d'une tension ou pas de tension, par exemple dans un microprocesseur. Et ce que nous permet la mécanique quantique, c'est de faire des bits quantiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soit 0, soit 1, mais ils sont, je remets toujours ces guillemets-là, à la fois 0 et 1. Alors ça paraît assez intéressant parce que ça permet de manipuler en quelque sorte les deux états à la fois. Et si maintenant on multiplie le nombre de bits quantiques et qu'on n'en a pas simplement un, mais qu'on en a 2, 3, 4, 5, 6, en fait, on va multiplier de façon exponentielle les possibilités. Et donc, d'où l'importance de préserver cette intrication, c'est-à-dire de faire en sorte que tous ces bits quantiques se comportent de manière collective et pas individuellement, chacun dans son coin. Un ordinateur quantique, donc c'est extrêmement puissant, mais est-ce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours? Ces machines-là, on espère qu'elles vont permettre de résoudre des problèmes d'optimisation. Moi, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le problème de l'équilibration, ou je ne sais pas s'il faut dire équilibrage peut-être, de la grille électrique. La grille électrique, vous avez d'une part la production d'électricité, d'autre part la consommation. Aujourd'hui, où on développe de plus en plus les énergies renouvelables, intermittentes, vous devez à chaque moment vous dire « je produis ici parce que j'ai une éolienne qui marche plein pot, par contre l'éolienne qui est là, elle donne rien, et puis j'ai quelqu'un qui a branché sa voiture électrique ici, puis il y en a un autre qui l'a branché là, c'est le week-end, il est parti dans sa maison de campagne, et donc l'équilibrage de cette grille électrique est un problème d'optimisation formidablement difficile, et on peut imaginer qu'on va arriver dans un délai pas trop long à résoudre ce type de problème. Alors, est-ce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours? Je viens de vous donner un exemple de la vie de tous les jours. Et puis, je profite du fait qu'on parle de ça, parce que peut-être que j'oublierai d'en reparler. On parle beaucoup d'avantages quantiques. Alors, l'avantage quantique, ce à quoi on pense depuis l'algorithme de Shor, depuis plusieurs décennies, c'est de se dire qu'un ordinateur quantique va pouvoir faire des calculs beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué que ce que permet de faire dans un temps où aller beaucoup plus vite, ce qui revient au même, qu'un ordinateur classique. Ça, c'est ce à quoi on pense spontanément quand on pense à l'ordinateur quantique et à l'avantage quantique. Mais aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus à une autre signification. Si vous avez un ordinateur quantique qui vous permet de faire le même calcul qu'un ordinateur classique en consommant 1000 fois moins d'électricité, c'est un sacré avantage. Et donc, l'ordinateur quantique, aujourd'hui, eh bien, on cherche à voir s'il pourrait avoir un avantage dans ces diverses directions. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on rejoigne Pierre un petit peu, qui est toujours dans sa quête de construction d'ordinateurs quantiques. Pierre, est-ce que tu nous entends? Où es-tu? Que fais-tu? Eh bien, je suis vraiment très proche du sujet dont vous parlez en plateau, et comme j'ai pas envie de me faire gronder par Alain Aspect, j'ai vite laissé tomber la combi pour passer de l'autre côté de la rue ici sur le campus de Paris-Saclay pour venir à l'Institut d'Optique, la maison d'Alain Aspect. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Alain Aspect qui l'a dit dans sa première prise de parole après l'annonce du prix Nobel de physique 2022. Donc je suis avec Guillaume qui est à côté de moi. Toi, tu es thésard en 3e année. Exactement, donc moi je suis thésard en 3e année. Et tu fais ta thèse sur cette manip qui est là et qui n'est autre que justement cette manip où on piège les atomes. Exactement, Pierre. Donc ici c'est une manip qu'on appelle d'atomes froids, et donc le but en fait c'est de venir piéger des atomes de rubidium en fait pour pouvoir faire ce qui est en tout cas les prémices d'un ordinateur quantique. Voilà. Et donc c'est cette expérience que vous pouvez voir juste ici. Tu me montres comment ça marche, le rubidium dont tu parles, tu le places sur la gauche, tu m'as dit, hein, montre-moi juste où tu le mets. Alors le rubidium il part ici, il traverse le long tube que vous voyez ici, donc tout ça c'est pour le refroidir. Et il arrive dans cette espèce de grosse boule métallique avec des hublots. Et c'est dans cette grosse boule métallique qu'on appelle une chambre à vide. Donc à l'intérieur c'est du vide, comme dans l'espace.
dans laquelle on va venir piéger nos atomes de rubidium. Tu as préparé une petite manip. Exactement. On va essayer de piéger les atomes pour reproduire en atomes le logo Arte. Exactement. On va pouvoir essayer de faire ça. Tu crois que ça va marcher? Ah, je sais pas. Va falloir essayer en tout cas. On essaye. On essaye. Allez, c'est parti. Ça se passe comment alors? Alors, ça se passe comment? Donc évidemment, les atomes, c'est quelque chose qui est très petit, donc c'est difficile de les voir à l'œil nu. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une caméra à l'intérieur de la chambre à vide pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ça se passe sur cet écran. Exactement. Ici, c'est ça? Ça se passe sur cet écran ici. Les petits points lumineux qu'on voit là, c'est des atomes. Chaque point est un atome. Exactement. Chaque point blanc que vous voyez briller ici, c'est un atome de rubidium qui a été piégé et qui en fait émet de la lumière. Donc c'est comme ça qu'on arrive à le voir. Ce qui est déjà complètement dingue, mais ils tiennent pas vraiment en place là pour le moment. Alors effectivement, là ils tiennent pas vraiment en place. En fait, le problème, c'est qu'ils sont répartis un petit peu de manière aléatoire. Des fois, ils sont piégés dans un piège, des fois pas. Et donc, alors, comment tu vas les piéger à un endroit précis? Alors pour ça, on va utiliser une technique qui a été développée ici à l'Institut d'Optique en fait, qui permet de déplacer les atomes d'un piège à un autre. Et donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de les déplacer d'un piège à un autre pour pouvoir recréer le logo Arte. Allez, on essaye? Ouais. Donc là, en fait, tu vas diriger la lumière. Ah, mais c'est génial! Voilà. Et donc en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit à l'ordinateur, lui, en fait, il contrôle ce qu'on appelle un piège qui peut bouger. Et l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'avec ce piège, il va prendre un atome d'un piège, le déplacer et le déposer dans un autre piège de façon à partant d'une configuration aléatoire à pouvoir recréer le logo Arte. Je trouve ça assez beau, assez émouvant en fait, presque de se dire que c'est des atomes qui sont là. Alors juste un truc, c'est que là le logo Arte, on est d'accord, hein, tu me corriges si je dis un truc de travers, c'est pas le résultat du calcul quantique évidemment, mais c'est vraiment les atomes qui ensuite serviront de support à l'information quantique qui fera le calcul, c'est ça? Exactement, alors ça c'est juste la première étape pour faire des calculs quantiques, c'est d'arriver à piéger des atomes dans une configuration définie, donc là le logo Arte. Mais ensuite, dans ces atomes, les atomes vont être le support de nos fameux bits quantiques qui vont permettre de faire des opérations quantiques. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Merci beaucoup pour ce joli moment de piégeage d'atomes. Et donc voilà, la maison d'Alain Aspect qui est habitée par l'esprit du prix Nobel de physique. On vient de parler d'ordinateur quantique, une question assez bête. Ça consomme comment un ordinateur? La consommation d'un ordinateur quantique? Pas beaucoup. Alors en fait, il y a deux choses. C'est que fondamentalement, ça ne consomme pas beaucoup parce qu'il y a très peu d'objets qui sont à l'intérieur et qui permettent de réaliser beaucoup de calculs en quelque sorte avec très peu d'objets. Il y a juste une petite difficulté, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, ça doit être refroidi à très basse température. Et donc le refroidissement, ça consomme quand même un peu. Mais si on va vers des calculs qui commencent à être des gros calculs, si on fait la comparaison entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique qui ferait le même calcul, il n'y a pas photo. Oui, mais pour le même calcul, est-ce qu'on ne va pas partir dans un espèce d'engrenage de on peut en faire plus, donc on en fait plus, et au final on économise moins d'énergie? Je crois que ce qui va limiter l'ordinateur quantique, c'est absolument pas la consommation. Les laboratoires que nous avons, ce sont des lignes électriques normales, la prise de courant que vous avez ici. Et donc, ce qui va limiter l'ordinateur quantique, c'est d'arriver à lutter contre la décohérence, c'est arriver à empêcher toutes ces perturbations. Je ne crois pas du tout que c'est une question de consommation, alors que la question se pose, comme vous le savez, avec les grands centres de calcul actuels. Mais si on parle du climat, on peut aussi rêver à autre chose. Il faut voir que les rapports du GIEC, qui ont démontré que c'est l'action de l'homme qui provoque le réchauffement climatique, c'est pas comme ça des gens qui réfléchissent en se levant le matin. Ce sont des modèles extrêmement compliqués dans lesquels on fait varier les paramètres et on s'aperçoit que suivant qu'on met en jeu le rôle de l'homme, pauvre dinosaure, suivant qu'on met en jeu le rôle de l'homme ou qu'on ne le met pas, eh bien, on observe le réchauffement et on voit bien que s'il n'y avait pas d'activité humaine, ce réchauffement ne se produirait pas. Ce sont des calculs extraordinairement compliqués. Moi, sans être un spécialiste de ça, je me dis il n'est pas exclu qu'on puisse trouver un simulateur quantique qui nous permettrait de faire avancer ce genre de modèle. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être ici sur ce plateau. C'est quand même pas rien. Et félicitations. Encore. Merci de votre invitation et de me donner l'occasion de parler à un public qui n'est pas forcément le public que je rencontre tous les jours. Et puis, je veux quand même redire encore une fois que le travail de vulgarisation fait par David et par d'autres, il y a d'autres... Les gens qui disent « je ne comprends rien à la science », ils n'ont qu'à aller voir ces vidéos et ils verront que tout le monde peut comprendre à condition d'être un peu concentré quand on regarde de telles vidéos. Bien concentré. Je vais avouer que j'ai préparé l'émission beaucoup sur tes vidéos, David. Je ne vais pas te mentir. Vraiment, merci beaucoup. Et le résultat est que vous avez compris un certain nombre de choses. Tout à fait. Voilà. Donc, merci pour ton travail aussi. Merci à tous.
Merci Arte, merci le CNRS pour ce partenariat. Merci David, Alain, Valentine, merci et merci à tous.